Ah mais dis donc, j'ai pas arrêté moi. C'est pas grave. On y va ? Allez, parce que là, c'est encore une petite portion. Je vais essayer de passer pas trop de temps sur tout ce qui est physiologie, parce que je sais que tout ça, c'est un peu complexe. En même temps, c'est important. On ne peut pas s'en passer. Donc, là encore, petit rappel embryonnaire. Je vous ai dit tout à l'heure que les poumons se développaient de façon tout à fait synchrone et très tôt, en même temps que le cœur, et le poumon se développe en 5 phases. Il y a la phase embryonnaire qui est la plus précoce, et pendant cette phase embryonnaire, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, il y a la distinction bronche droite et gauche, c'est le tube digestif qui va donner ce bourgeon pulmonaire qui va donner très vite les 3 lobes et les 2 lobes. On a déjà vu ça, c'est dès J30. L'expérience très intéressante qui avait été faite, c'est que si on retire les cellules mésenchymateuses, c'est-à-dire le tissu de soutien qui est autour de ces futures cellules bronchiques, eh bien on s'aperçoit que les bronches vont s'allonger, elles vont continuer à croître, mais en aucun cas elles ne vont subir de division dichotomique. Or, le propre de l'arbre respiratoire, c'est les divisions dichotomiques qui vont pouvoir donner naissance justement à toute cette arborisation et à cette multitude d'alvéoles qui vont pouvoir donner naissance à l'arbre respiratoire et aux échanges gazeux, qui est la fonction quand même première du poumon. Très tôt, on s'aperçoit que les cellules bronchiques, au contact des cellules mésenchymateuses, eh bien, il va y avoir une espèce qu'on appelle un dialogue moléculaire ou un crosstalk. C'est-à-dire que la cellule pulmonaire, elle dit bah, « moi je suis une cellule pulmonaire, toi à côté, là, il faut que tu sois une cellule artériolaire parce que si moi je suis une cellule pulmonaire, ça veut dire que je vais être destinée à assurer des échanges alvéolo-capillaires et donc il faut absolument qu'à mon contact, j'ai toujours des vaisseaux pour que les échanges puissent se faire correctement. » Ah, il y en a qui sont partis à la cafétéria sans me le dire. Alors là, bravo hein. Et dans ce tissu mésenchymateux, il y a beaucoup de molécules qui interviennent dans la maturation du poumon. Certaines ont été étudiées, beaucoup d'autres, à mon avis, sont ou doivent être découvertes pour comprendre comment ce poumon se forme. Donc en gros, ces cellules bronchiques vont entraîner la différenciation de cellules mésenchymateuses, et ces cellules mésenchymateuses vont aussi interférer et dire à la cellule bronchique, ok, tu dois croître, tu dois te diviser et tu dois induire la formation de vaisseaux à ton contact. Donc le développement vasculaire, il est donc très précoce et il est indissociable du développement aérien. Et je vous ai donné là les définitions. Donc normalement, lorsque le vaisseau se forme, ça s'appelle de la vasculogénèse. Ce sont des nouveaux vaisseaux qui sont formés au contact des bronches et beaucoup de paramètres de maturation et de croissance vasculaire interviennent bien entendu dans ce développement vasculaire. Mais pas seulement. Ce qui est très intéressant, c'est que l'ANO-synthase, le VEGF, qui sont des molécules connues pour entraîner de la croissance et interférer sur les vaisseaux, eh bien on sait que si on a des souris knockout pour NOS ou VEGF, eh bien non seulement ils auront des anomalies vasculaires, mais ils auront surtout des anomalies aussi de l'alvéolarisation pulmonaire. Donc ça veut bien dire que la bronche et le vaisseau, ils sont complètement indissociables, et lorsque l'un est atteint, l'autre l'est aussi au cours de l'embryogénèse. Donc très tôt, là c'est le stade pseudoglandulaire, donc vous voyez qu'on avance un peu dans la grossesse jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée. Donc eh bien, on voit, pourquoi est-ce que ça s'appelle pseudoglandulaire? Parce que quand on prend des coupes de poumons de fœtus qui ont été, soit qui sont morts in utero, soit pour une interruption médicale de grossesse autre qu'une raison pulmonaire, eh bien on voit que l'architecture du poumon de fœtus, il a bien
la future bronche qui est organisée un peu comme un tissu glandulaire, c'est pour ça qu'on appelle ça pseudoglandulaire. Et au contact de chacune de ces futures bronchioles, il y a toujours l'artériole satellite. Et très tôt, on a une innervation. Dès la 10e semaine, la 8e semaine, on a une innervation. Et les cellules ciliées qui vont avoir un rôle important dans la maturation et dans le fonctionnement respiratoire, eh bien, ces cellules ciliées ont des mouvements dès la 10e semaine. Et ensuite, on va voir le stade suivant qui va de 15 à 25 semaines. 25 semaines, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent à 24 et 25 semaines. Et comme il y a une structure qui commence à ressembler à de l'alvéole, eh bien, ça explique que ces enfants peuvent survivre avec une ventilation souvent un peu agressive, avec des séquelles aussi souvent sévères, mais néanmoins, le poumon est capable de respirer au prix d'un support, bien entendu, mais il y a des alvéoles qui vont permettre d'assurer les échanges avec une différenciation des cellules épithéliales en cellules sécrétoires. Les pneumocytes 2 apparaissent à ce stade. La vascularisation autour des canaux apparaît avec surtout à ce stade la perte de la double couche de vaisseaux. Il va y avoir une monocouche entre alvéoles et vaisseaux pour que les échanges alvéolo-capillaires puissent se faire correctement. Et on va avoir une barrière R100 aussi fine que l'âge adulte en fin de ce stade-là canaliculaire. Ensuite, entre 24 et 36, eh bien, c'est une maturation. Il va y avoir une augmentation du nombre de pneumocytes, une augmentation du nombre d'alvéoles, les capillaires vont se rapprocher, la barrière alvéolo-capillaire va être mature et le surfactant qui, lui, commence à être synthétisé à partir de 28 semaines, eh bien, il va poursuivre sa maturation et il est bien évident que plus le bébé reste in utero et mieux c'est pour la fonction de ce poumon parce que cette maturation va se poursuivre et certains pensent même que la maturation pulmonaire se poursuit en postnatal et c'est la raison pour laquelle on donne toutes les chances aux prématurés et on laisse un support d'oxygène assez longtemps pour espérer justement continuer cette maturation qui a fait défaut chez les enfants prématurés. Et enfin, voilà ce à quoi on veut arriver, c'est-à-dire qu'à partir de 36 semaines, on a une membrane alvéolo-capillaire extrêmement fine. Vous voyez ici le globule rouge. Eh bien, on comprend aisément que ce globule rouge qui est chargé d'oxygène va pouvoir capter ici l'oxygène des alvéoles et au niveau tissulaire, recapter l'oxygène dans les tissus périphériques. Donc, à terme, on a un nombre d'alvéoles considérable et avec une surface alvéolaire qui va dépendre de l'âge et du poids de l'enfant. Donc, c'est certain qu'un petit prématuré, petit poids ou un prématurissime, eh bien, c'est très mauvais en termes d'alvéoles et il va falloir lui donner le maximum de chances pour que son poumon puisse maturer en postnatal. Donc le poumon est mature et fonctionnel si et seulement s'il y a un développement synchrone de l'arbre aérien, de l'arbre vasculaire et de la matrice extracellulaire, et si le dialogue moléculaire entre les structures se fait correctement grâce à un alphabet qui n'est pas encore complètement découvert, et on sait qu'il y a plein de molécules qui interviennent, mais il y en a encore beaucoup qu'on ne sait pas étudier, et surtout en recherche, lorsqu'on étudie une molécule, on l'étudie la molécule, mais on n'étudie pas les interférences de cette molécule avec toutes les autres, et donc on est loin d'avoir compris réellement quels sont tous les acteurs de cette maturation pulmonaire. Donc le dialogue, eh bien, il intervient entre les cellules bronchiques, les cellules vasculaires et les cellules du tissu de soutien. Et tous ces facteurs-là, aujourd'hui, on sait les identifier, on sait en identifier quelques-uns, et on sait qu'il y a aussi un facteur autocrine et un facteur paracrine qui viennent maturer tout ce poumon. Donc, je vous disais tout à l'heure que le VEGF et la hénosynthase sont des structures connues pour être des facteurs de croissance vasculaire. Et si je regarde l'immunomarquage que j'ai fait ici sur ce poumon fœtal, vous voyez qu'on ne voit pas très bien les alvéoles. Les alvéoles, elles ne sont pas bien construites, mais on reconnaît ici une artère et on reconnaît ici une bronche. Eh bien, la bronche, elle exprime bien plus le VEGF et bien plus la hénosynthase que les artérioles. Donc, ça veut bien dire que ces molécules interviennent aussi bien dans la maturation bronchique
que dans la maturation vasculaire. La circulation fœtale, il faut la comprendre pour comprendre un bon nombre de cardiopathies et surtout bon nombre de manifestations cliniques qui surviennent à la naissance. Donc, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, l'oxygénation provient du placenta. Donc, la circulation pulmonaire, elle est extrêmement faible in utero. En début de grossesse, on a 3% du débit sanguin qui va traverser les poumons. En fin de grossesse, peut-être un petit peu plus, on dit entre 10 et 15% du débit qui va traverser les poumons. Donc, in utero, on a une artériole qui est complètement fermée avec une lumière très réduite parce que le sang n'a aucun intérêt à aller dans les poumons puisqu'il n'y a pas d'échange gazeux in utero. Le sang oxygéné arrive à l'oreillette droite par le placenta. Un tiers va passer dans l'oreillette gauche au travers du foramen ovale dont on a parlé. 2 tiers va passer dans le ventricule droit et regagner l'artère pulmonaire. Ce sang qui arrive dans l'artère pulmonaire, il a 2 options. Soit aller dans les artères pulmonaires qui sont toutes fermées avec des résistances très élevées. Je vous ai rappelé ici les formules des résistances vasculaires. La résistance, moi j'ai toujours détesté apprendre par cœur. Je trouve que quand on comprend quelque chose, eh bien, on le retient bien mieux que quand on a appris par cœur quelque chose qui peut nous faire défaut. Donc c'est quoi la résistance? La résistance à l'écoulement d'un fluide, j'imagine un robinet et je mets un tuyau d'arrosage. Qu'est-ce qui fait que ça va couler facilement ou difficilement? Mon tuyau, il exerce un certain débit. D'accord? Comment ce débit va traverser ce tuyau? Eh bien, si le tuyau est très large, ça va couler mieux. Donc, les résistances, elles vont être inversement proportionnelles au diamètre de mon vaisseau. Jusque-là, tout va bien? Si je mets un tuyau qui fait 10 mètres, ça va mettre plus de temps que le tuyau qui fait 3 cm. Donc, ça va être proportionnel à la longueur de mon vaisseau. Et si je mets de l'eau, ça va mieux couler que si je mets du gel de coiffeur. Donc, c'est proportionnel à la viscosité. L'équivalent d'un liquide, c'est la viscosité. Donc, plus un sang est visqueux, plus les résistances vasculaires pulmonaires seront élevées. Plus un sang est fluide, plus les résistances vasculaires pulmonaires seront faibles. Et ça a un impact capital pour vous, réanimateurs. C'est qu'un enfant qui a un hyperdébit pulmonaire parce qu'il a une CIV ou un troncus ou une CIA ou peu importe, il a un hyperdébit pulmonaire. Si en plus il est anémié, vous allez augmenter considérablement le débit pulmonaire puisque vous allez faire baisser les résistances vasculaires. C'est la raison pour laquelle on ne tolère pas une hémoglobine trop basse chez un enfant qui a une large CIV. Il faut absolument le transfuser pour ramener le taux d'hémoglobine à 15 grammes pour améliorer l'enfant. Et souvent, vous voyez l'enfant se transformer cliniquement quand vous l'avez transfusé parce que il rame moins et il a moins de sang dans ses poumons. D'accord? Donc, les résistances, comme elles sont proportionnelles à la longueur et inversement proportionnelles au rayon, vous comprenez bien que quand le rayon est tout petit, les résistances, elles vont être très élevées. Donc, le sang qui passe dans l'artère pulmonaire ici, il a le choix entre l'artère pulmonaire où les résistances sont très élevées ou le canal artériel qui est relié au placenta dont les résistances sont extrêmement basses. Donc, le sang, il va aller dans le canal artériel pour rejoindre l'aorte descendante et l'autre partie va dans l'aorte ascendante. Ce qui tombe très bien puisque ce qu'on veut, c'est que tout le sang oxygéné qui arrive du placenta puisse regagner l'aorte pour aller oxygéner tous les tissus périphériques du fœtus. À la naissance, qu'est-ce qui se passe? À la naissance, le bébé va sortir, il va pousser son premier cri. C'est quoi le premier cri du bébé? C'est « j'ai évacué le liquide qu'il y avait dans mes poumons puisque j'étais dans un milieu aqueux, in utero, et je vais passer d'un milieu liquidien à un milieu aérien. » Donc, je crie, et le cri, c'est quoi? C'est l'arrivée massive d'air dans les poumons. Qui dit arrivée d'air dans les poumons, dit arrivée d'oxygène. L'oxygène est un très puissant vasodilatateur. Donc, à la fois, mon poumon va recevoir de l'air, donc il va s'ouvrir, donc expansion pulmonaire, ouverture des alvéoles,
ouverture des artérioles, et en plus il y a de l'oxygène qui vient se rajouter. Donc mon artère pulmonaire, qui était toute petite comme ceci, va tout de suite s'ouvrir pour justement faire baisser considérablement les résistances vasculaires pulmonaires et permettre au débit pulmonaire d'assurer 100% du débit sanguin dès la première respiration. Dès les premières minutes de vie, ce poumon, il est confronté à un challenge incroyable, c'est-à-dire que pendant 9 mois, il n'avait rien, il faisait rien, il ne respirait pas et il ne circulait pas. Et brutalement, on lui dit, mon petit coco, tu avais 15% du débit, là tu dois assumer en l'espace d'une fraction de seconde 100% du débit pulmonaire. Et pour assumer 100% du débit pulmonaire, eh bien, il faut que les artérioles subissent une franche restructuration de leurs parois pour que le vaisseau s'ouvre et que les résistances baissent. Donc c'est quoi la restructuration des artérioles pulmonaires? Eh bien c'est qu'on passe d'une artériole de type fœtal comme ceci à une artériole qui vient s'ouvrir avec les cellules endothéliales qui là étaient très cubiques, très saillantes. Là elles viennent s'étaler et laisser l'espace à la lumière vasculaire pour que les résistances vasculaires pulmonaires baissent. Donc la première respiration, on a le stimulus sensoriel, le stimulus biochimique, on a froid, le clip du cordon, l'hypoxie, passage liquide, tout ça c'est un gros stress. Les alvéoles vont se déplier. Le surfactant va jouer son rôle si l'enfant n'est pas trop prématuré. La vascularisation pulmonaire, elle est en place puisque l'enfant est à terme. Et notre interface air-sang se fait correctement et le coup, l'arrivée de l'oxygène va avoir un effet vasoactif. Donc, mes vaisseaux, ici la couche de cellules endothéliales en vert, la couche de cellules musculaires lisses en rouge. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je sais que mes cellules endothéliales, depuis les années 80, on a compris que les cellules endothéliales, elles jouaient un rôle capital dans la régulation du tonus vasculaire et ça a valu d'ailleurs le prix Nobel à celui qui a découvert le monoxyde d'azote parce que cette découverte a été capitale pour comprendre la régulation du tonus en fonction de nos besoins. Donc en gros, lorsque j'ai une augmentation de débit, lorsque la cellule endothéliale elle perçoit ici avec ses capteurs que le débit augmente ou qu'il y a une arrivée d'oxygène, eh bien l'effet vasodilatateur va être mis en route, le NO va être libéré, il va diffuser vers les cellules musculaires lisses, libérer, activer plus exactement une enzyme qui va conduire à l'accumulation de GMP cyclique. Et cette accumulation de GMP cyclique entraîne une recapture du calcium et une vasorelaxation. Donc le NO est vasorelaxant par l'intermédiaire d'un second messager qui est le GMP cyclique, mais il a aussi des vertus anti-agrégantes plaquettaires et antiprolifératives sur la cellule musculaire lisse. D'autres facteurs sont vasodilatateurs, tels que la prostacycline, qui agit par un autre second messager qui est l'AMP cyclique, et aussi bien le NO qu'un facteur qui n'a pas encore été identifié aujourd'hui, mais qui fait intervenir les canaux potassiques, qu'on appelle facteur hyperpolarisant dérivé de l'endothélium, eh bien ce facteur entraîne un efflux massif de potassium et donc une hyperpolarisation de la cellule et une vasodilatation. Donc voilà les facteurs vasodilatants, mais qui dit vasodilatation pulmonaire dit forcément équilibre, et si on a vasodilaté notre artère, il faut qu'on soit capable de la vasoconstricter après, et ça c'est assuré par l'endothéline qui est un très puissant vasoconstricteur qui agit par des récepteurs ETA, ETB spécifiques de l'endothéline sur la cellule musculaire lisse qui entraîne une vasoconstriction. Donc la compréhension de ces mécanismes a permis de développer des drogues dans l'hypertension pulmonaire pour justement cibler ces différentes voies qui sont impliquées dans la vasotonicité. Juste après la naissance, on sait qu'on n'a pas un objectif de SAT à 100% dans les quarts d'heure qui arrivent ou dans la demi-heure. Je n'ai jamais su pourquoi. Est-ce que c'est dû à la périphérie qui est encore fermée ou est-ce que c'est exclusivement dû aux poumons qui sont encore eux aussi fermés? C'est les deux. C'est les deux. C'est tout ce qui va faire que la communication interauriculaire, elle va encore chanter en droite-gauche. D'accord. Si je mets un écho sur le canal tout de suite à la sortie, ça va faire droite-gauche? Non, généralement, ça va faire gauche-droite très vite. Le canal, il va être en gauche-droite très vite. Le foramen ovale, il peut éventuellement, parce que comme le VD, il est très musclé, il n'est pas encore très compliant, donc le ventricule droit, lui, il va pouvoir occasionner un petit... Voilà, exactement. C'est plutôt le foramen ovale qui entraîne la cyanose que le canal.
Donc là, c'est juste pour vous dire qu'il faut être méfiant parce que l'endothéline est un puissant vasoconstricteur, mais il existe des récepteurs de l'endothéline sur la cellule endothéliale et ces récepteurs, eh bien, on pense qu'ils ont une vertu vasodilatatrice, surtout en période néonatale. Et ça, on l'a mis en évidence, nous, par des expériences qu'on a menées sur des poumons d'enfants, de fœtus, hein, pas d'enfants, de fœtus qui étaient décédés, soit interruption ou pour des causes autres que pulmonaires, bien sûr, et que cardiaques. Et on a regardé l'expression aux différents stades de la maturation in utero, et on voit que l'expression de la hénosynthase et du VEGF eh bien, sont très importants en milieu de grossesse, et qu'ensuite on a l'impression qu'il y a une décroissance de cette expression. Et comme si les vaisseaux en fait se formaient en milieu de grossesse et après il n'y avait plus qu'une maturation. Mais la formation est probablement dès 24-26 semaines maximales. Après, il y a une maturation et quand on regarde l'expression du facteur vasoconstricteur dont je vous ai parlé qui est l'endothéline, eh bien les taux d'endothéline sont très élevés en fin de grossesse. Et si je regarde les récepteurs de l'endothéline, eh bien je vois que les récepteurs ETB de l'endothéline restent très élevés en fin de grossesse et y compris en période néonatale, ce qui laisse supposer que les ETB qui sont vasodilatateurs jouent probablement un rôle dans la maturation postnatale de la circulation pulmonaire et dans la baisse des résistances vasculaires pulmonaires. Et pourquoi j'insiste sur ce point? C'est pour éviter de donner du Bosentan, qui est un médicament antihypertensif pulmonaire, chez un nouveau-né, parce que si on donne du Bosentan à un nouveau-né, on risque de bloquer le récepteur de l'endothéline ETB, et à ce moment-là, on perd cette adaptation postnatale qui joue dans la baisse des résistances. Alors, quelle est l'implication des facteurs vasoactifs à la naissance? Eh bien, on sait que chez l'animal, la relaxation dépendante du monoxyde d'azote n'apparaît que plus tardivement, pas vraiment en période néonatale, alors que les ETB sont fortement exprimés et que la voie des canaux potassiques est également impliquée. Comment est-ce qu'on met en évidence tout cela? Eh bien, on prend des poumons de fœtus et de nouveau-nés, on dissèque l'artère pulmonaire et on va étudier la réactivité de ces artérioles pulmonaires en chambre d'organes. On prend des anneaux avec et sans endothélium et on va regarder comment ces drogues réagissent à différentes molécules. On regarde si la voie du NO est efficace et on s'aperçoit qu'elle l'est peu in utero, alors que la voie des canaux potassiques, elle, est beaucoup plus impliquée, laissant penser que d'autres voies que le NO pourraient être impliquées dans la maturation postnatale. Et ça, ça c'est les expériences qui montrent que la voie des canaux potassiques est très présente et surtout avec une très forte relaxation avec ou sans endothélium, ce qui veut bien dire qu'il y a une vraie relaxation néonatale chez ces enfants-là. Donc facteurs endothéliaux et vasodilatation néonatale, la voie du NO probablement, la voie de l'EDHF très sûrement et la voie des ETB potentiellement aussi, donc attention, lorsqu'on a une hypertension du nouveau-né, attention aux drogues que l'on utilise. Donc si on regarde une artère fœtale, eh bien on voit que l'artériole fœtale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est beaucoup plus petite et elle exprime très fortement les canaux potassiques, aussi bien avant la naissance qu'après la naissance, donc là encore indiquant que le facteur hyperpolarisant est probablement très impliqué chez le nouveau-né. Donc, la particularité de la circulation pulmonaire, eh bien, c'est que c'est le seul organe à assumer 100% du débit cardiaque. Aucun autre organe ne doit assumer 100% du débit cardiaque. Or, vous et moi, là, on a un débit de 5 litres par minute. Si je me mets à courir à toute allure et que je passe à 40 litres par minute, eh bien, mon poumon, il va devoir assumer 40 litres par minute. Or, 40 litres par minute, si je ne baisse pas mes résistances vasculaires pulmonaires, je vais augmenter ma pression considérablement. Or, heureusement que chaque fois qu'on fait un effort, on ne multiplie pas par 4 ou 5 notre pression est pulmonaire et systémique, sinon on ferait un accident vasculaire cérébral et un œdème aigu du poumon à chaque effort que nous ferions. Donc, on a un système de régulation par le biais des résistances vasculaires, soit systémiques, soit pulmonaires. Là, c'est le poumon qui nous importe. Donc, comment est-ce que le poumon s'adapte? Le poumon s'adapte grâce à
une propriété qui est la répartition différente de la circulation pulmonaire au sein du poumon. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes bipèdes, debout, et que chaque organe a un certain poids. Donc si j'imagine que mon poumon a un certain poids, si je mets ici la pression vers le sol, parce que quand on lâche une pomme, on nous a appris il y a quelques milliers d'années qu'elle tombait, eh bien le poumon c'est pareil, il a un poids qui va vers la terre, et ce poids-là fait que ça va tirer du haut vers le bas. Vous imaginez un ressort que vous tirez, eh bien les spires du ressort sont extrêmement lâches en haut, et c'est un petit peu ce qui se passe au niveau des alvéoles. Donc au niveau du sommet du poumon, l'alvéole est tellement tirée vers le bas, elle est tellement étirée, et comme elle n'a pas une paroi très musculaire, eh bien la pression qui va régner dans les alvéoles, dans le sommet du poumon, est extrêmement élevée, tellement élevée qu'elle écrase les vaisseaux. Donc il n'y a pas de circulation au sommet du poumon dans la zone 1 de West. La zone 2 de West, c'est une zone un peu intermédiaire où l'alvéole a une pression très forte, mais moins forte que l'artère. Donc l'artériole est ouverte, mais comme la veine est fermée, eh bien il n'y a pas de circulation non plus. Et finalement, on ne fonctionne au repos qu'avec notre zone 3 de West, qui a les alvéoles, les artérioles et les vénules ouvertes. Et ça a une conséquence, c'est-à-dire que quand on regarde une radio de poumon, on ne voit la vascularisation qu'en périhilaire, parce que c'est le seul endroit qui soit réellement vascularisé. En revanche, je vous ai parlé tout à l'heure de l'effort, je vais courir derrière un bus, ou je vais courir parce qu'on m'appelle en réa pour un arrêt, je vais augmenter considérablement mon débit. Donc en augmentant mon débit, je vais augmenter le retour veineux, je vais augmenter la pression dans mes veines pulmonaires, donc je vais ouvrir ma zone 2 de West. Et au maximum, je vais tellement augmenter mon débit que je vais augmenter ma pression et dans mes artérioles et dans mes veines, et je vais ouvrir aussi ma zone 1 de West. Et c'est ce qui se passe quand on regarde une radio et qu'on voit la redistribution vasculaire vers les sommets. C'est à ça que ça correspond. C'est-à-dire qu'on a recruté des territoires vasculaires qui n'étaient pas utiles au repos, mais qu'on va recruter lorsqu'on va en avoir besoin. Et qui dit recrutement, dit plus de vaisseaux. Qui dit plus de vaisseaux, dit que le diamètre global de mon artère pulmonaire, tout accolé les unes aux autres, eh bien mon diamètre augmentant, mes résistances vont chuter considérablement, même si la longueur globale augmente. OK ? Ensuite, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la fonction endothéliale. Et quel est l'impact de cette redistribution vasculaire? C'est que chez le petit, il n'est pas debout, il est couché. Et ça, vous le gagnez parfois avec le décubitus ventral. Vous allez recruter des territoires qui ne l'étaient pas bien. Donc la fonction endothéliale, elle va jouer considérablement aussi dans l'adaptation de la circulation pulmonaire à l'augmentation de débit. Je sais que si je cours, je vais augmenter mon débit. La cellule endothéliale, elle est aux premières loges. Elle dit « Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Je sens que le flux, il est un petit peu plus fort que d'habitude. » Donc, qui dit flux un peu plus fort que d'habitude, lui, il dit « Moi, on m'a dit que la pression, je devais la maintenir constante. Delta P égale R fois Q. Q est en train d'augmenter, donc il faut que je baisse R, sinon je vais augmenter mes pressions. » Or, le cerveau, il ne donne qu'un ordre au cœur et au vaisseau, c'est tu dois tout faire pour maintenir une pression constante pour que la perfusion tissulaire se fasse correctement partout. Donc, je sens un débit augmenter, ma cellule endothéliale, elle dit « ça coule un peu plus vite, comme le débit va augmenter, il faut que je baisse mes résistances, et donc je vais mettre en œuvre tous mes marqueurs de vasodilatation, que sont le NO, le DHF, la prostacycline, pour que lorsque le débit augmente ici, eh bien, je libère des substances vasodilatatrices pour faire baisser mes résistances. Et en plus, le must, c'est que ces substances, elles ne sont pas que vasodilatatrices. Elles sont protectrices et ultra-protectrices. C'est-à-dire que c'est anti-agrégant plaquettaire, c'est vasodilatateur, et ça empêche la prolifération des cellules musculaires lisses. Or, un vaisseau, les cellules musculaires lisses d'une artériole, elles ne veulent qu'une chose, c'est se contracter et proliférer. La cellule endothéliale, elle est là pour jouer
le rôle de gardien. Elle garde le vaisseau. Elle dit non, la cellule musculaire, si elle commence à proliférer et à se contracter, je vais augmenter mes résistances, je vais augmenter mes pressions et ce n'est pas bon du tout. Donc moi, je fais tout pour faire en sorte que la cellule ne se contracte pas, ne prolifère pas, pour maintenir un tonus suffisamment souple pour que je puisse l'adapter en fonction de mes besoins. Mais parfois, cet équilibre est déstabilisé. Et quand il est déstabilisé, c'est toujours dans le sens de la vasoconstriction. Donc, qu'est-ce qui se passe en période néonatale? On l'a déjà dit, on ne va pas revenir. Il y a certaines situations pathologiques où cette adaptation ne va pas se faire correctement. C'est les prématurés, c'est l'hypertension persistante du nouveau-né. Vous ne devez plus utiliser, vous verrez dans certains livres, persistance de la circulation fœtale. En fait, l'hypertension persistante du nouveau-né, ça veut tout simplement dire que les résistances vasculaires pulmonaires n'ont pas baissé comme elles l'auraient dû, et elles vont baisser, mais de façon retardée. Il y a eu un événement qui a empêché cette baisse des résistances de se faire convenablement. Donc, dans la prématurité, paradoxalement, on n'a pas tant que ça d'hypertension au moment de la prématurité. Quand le bébé est en réa, il pose peu de problèmes d'hypertension, sauf à cause du canal artériel qui n'est pas fermé. Mais à ce moment-là, on va faire des cures d'ibuprofène chez ces prématurés pour que le canal artériel se ferme et éviter qu'il y ait l'hyperdébit lié au canal artériel. En revanche, la prématurité, eh bien, en fonction de l'âge gestationnel de la prématurité, on sait qu'il peut y avoir une maladie des membranes hyalines, il peut y avoir des artérioles qui ne sont pas matures, des fonctions hépatiques qui sont perturbées, et tout ça, ça peut conduire à une hyperréactivité vasculaire pulmonaire, mais plus grave que l'hypertension qui survient au début chez le prématuré. Le gros problème qu'on a aujourd'hui et que nous on voit, que moi je vois parce qu'on me les adresse pour hypertension pulmonaire, ce sont les enfants qui ont une bronchodysplasie pulmonaire. Et cette bronchodysplasie pulmonaire du grand prématuré va être un vrai problème de santé publique. Outre le fait que ces grands prématurés ont souvent une scolarisation qui n'est pas tout à fait parfaite, eh bien, il y a aussi ce problème d'immaturité pulmonaire. Et tous ceux qui seront néonatologistes parmi vous, faites très attention parce que je pense que grand nombre de bronchodysplasie pulmonaire et d'hypertension secondaire à la bronchodysplasie pulmonaire sont liés au fait que les réanimateurs arrêtent trop tôt l'oxygène. Et en arrêtant trop tôt l'oxygène, il reste des phases d'hypoxie et de vasoconstriction hypoxique sur des artérioles qui sont très musclées, qui ne sont pas malades en soi, mais qui ont une hypermuscularisation qui fait que s'il y a des stimuli d'hypoxique dessus, eh bien cette vasoconstriction va se pérenniser et l'enfant va avoir de l'hypertension pulmonaire. Donc il faut être extrêmement vigilant et ne jamais arrêter l'oxygène sans avoir fait la preuve que cet enfant n'a aucun épisode de désaturation. Parce que dans la grande majorité des cas, les enfants qui me sont adressés, lorsqu'on fait un enregistrement, je dis avant toute chose, commencez par un enregistrement de la saturation sur 24 heures et dans la grande majorité des cas, il y a des grands épisodes d'hypoxie et une fois qu'on les remet sous oxygène, eh bien, les choses s'améliorent. Mais si on laisse trop longtemps, eh bien, parfois on peut avoir beaucoup plus de mal à récupérer les choses. Donc l'hypertension persistante du nouveau-né, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fréquent. 6 pour 1000, c'est beaucoup. Avant, il y avait énormément, 50% de morbimortalité. Aujourd'hui, fort heureusement, c'est beaucoup plus rare. Comment est-ce que ça se manifeste? Eh bien, c'est un enfant qui arrive cyanosé. Pourquoi il est cyanosé? Parce qu'il a un chaîne droite-gauche par le foramen ovale. On trouve une hypertension pulmonaire alors qu'il n'y a pas de cardiopathie. Ça, il faut absolument en être sûr. Donc, il faut que l'échographie soit faite par un senior. Ici, je le dis régulièrement pour prouver que même les meilleurs peuvent se tromper. On a eu un enfant qui est resté pendant près de 15 jours en réanimation avec un retour veineux-pulmonaire anormal total qui a été considéré comme une hypertension persistante du nouveau-né. Donc lui mettre du monoxyde d'azote et toutes les drogues vasodilatatrices, je peux vous dire que ça ne fait qu'aggraver la situation et on comprenait pourquoi il ne s'améliorait pas cet enfant. Donc tout ça pour dire qu'il faut absolument, il ne faut pas se contenter d'un petit appareil d'écho de réa médiocre pour dire qu'il n'y a pas de RVPA. Le RVPA, c'est le diagnostic, probablement un des diagnostics les plus difficiles à faire. Donc, lorsqu'on voit un chêne droite-gauche à l'étage auriculaire, il faut absolument s'assurer et être absolument certain qu'il y a des veines pulmonaires à l'oreillette gauche, parce que rien ne ressemble plus à une veine pulmonaire qu'une autre veine pulmonaire. Sauf qu'il y en a une qui rentre bien dans l'oreillette et l'autre qui
qui rase l'oreillette et qui va ailleurs. Et ça, c'est très difficile à voir parfois. Ça garde une forte morbidité, mortalité, malgré les traitements modernes, mais quand même, on a considérablement amélioré le pronostic de cette pathologie grâce à la prise en charge en réanimation avec une bonne oxygénation et l'utilisation du NO, voire d'autres drogues vasodilatatrices. Mais dans un certain cas, malgré tout ce qu'on fait, eh bien, l'enfant ne s'améliore pas. Si l'enfant ne s'améliore pas en 4 à 5 jours, c'est que ça n'est pas une hypertension persistante du nouveau-né. Soit c'est une cardiopathie qui a été méconnue, soit c'est une hypertension artérielle pulmonaire par atteinte du lit artériolaire pulmonaire, et alors là, on est dans le gros souci. Dans ces cas-là, on va mettre d'autres drogues. On va dire, bon, bah, le NO et le sildenafil n'ont pas marché, Marilyn, est-ce que je peux mettre du Traclyr à cet enfant? Là, je vais dire, de toutes les façons, si cet enfant n'a pas répondu au bout de 7 ou 8 jours au Revasio ou sildenafil et NO, c'est que son endothélium vasculaire est probablement abîmé. À ce moment-là, je ne vais pas attendre la vasodilatation liée au récepteur ETB de l'endothéline, donc je vais être en droit de donner d'autres vasodilatateurs, d'accord, y compris de la classe des inhibiteurs de l'endothéline. Alors, dans les cardiopathies congénitales aussi, je vais avoir un retard à la maturation. Je peux avoir de l'hypertension pulmonaire parce qu'il y a un shunt gauche-droite. Mais attention, le shunt gauche-droite, petit piège, parce qu'à la naissance, le shunt gauche-droite, il ne va pas parler. Pourquoi il ne parle pas? Parce que les résistances vasculaires pulmonaires à la naissance sont élevées. La pression entre le ventricule droit et le ventricule gauche, c'est la même. D'accord? Donc à la maternité, un enfant qui a une large communication interventriculaire, il va aller très bien. Il n'a pas de souffle à l'auscultation, puisqu'il y a égalité de pression entre les deux ventricules. Et comme les résistances vasculaires pulmonaires sont élevées, le sang ne va pas trop aller dans les artères pulmonaires. Donc, l'enfant va aller bien, mais c'est qu'à distance que les signes de shunt vont apparaître. Et à ce moment-là, on va faire, ça c'est le rôle du cardiopédiatre, de savoir reconnaître. Le seul petit piège, c'est que quand le pédiatre va voir cet enfant à 1 mois de vie et qu'il va entendre un souffle, il va lui dire « Ah, mais dis donc, il a un souffle votre enfant, vous ne l'avez pas dit ?» Et alors là, ça y est, ça commence dans la tête. « Ah, on ne me l'a pas dit, ça veut dire qu'à la maternité, ils n'ont pas vu le souffle, donc très grave, et procédure. Et après, ils arrivent chez moi, bah, docteur, vous vous rendez compte, à la maternité, ils n'ont pas vu que mon fils, il avait une CIV. Et là, je dois faire tout le cours de physiologie pour lui expliquer qu'à la maternité, c'est tout à fait normal que le pédiatre n'entendait pas le souffle et que c'est qu'en différé qu'on l'entend. » Donc, de temps en temps, il y a quand même une dysfonction endothéliale qui peut survenir. Et qui dit dysfonction endothéliale dit perte de ce rôle protecteur et vasodilatateur et anti-agrégant plaquettaire et antiprolifératif. Et à ce moment-là, on entre dans la catastrophe. Pourquoi catastrophe? Eh bien parce que si mon endothélium commence à être perturbé, je n'ai plus l'effet anti-agrégant et comme j'ai une lésion sur mon endothélium, eh bien les plaquettes elles vont venir, bien entendu, directement au contact de la lésion. Elles vont libérer plein de substances très toxiques pour les vaisseaux pulmonaires. Mes cellules musculaires lisses, elles disent « Ouf, j'ai plus les parents au-dessus qui m'empêchent de faire ce que je veux, je peux proliférer et me contracter comme je veux. » Et on se retrouve avec une artériole qui n'a plus sa couche endothéliale, qui a une hypertrophie de la média et qui en plus commence à avoir des dépôts intimaux qui vont bloquer la lumière vasculaire avec comme conséquence une artériole qui va se retrouver figée avec de la fibrose ici. Et vous comprenez bien qu'ici, quand je vais avoir un hyperdébit, eh bien, j'ai plus mes cellules endothéliales qui vont dire hey, là, artère, il faut que tu te relâches parce qu'il y a un hyperdébit. Elle ne peut plus se relâcher, elle a une gangue fibreuse ici. Et là, encore pire, elle est complètement obstruée. Donc là, mon artériole, au début, quand j'ai un hyperdébit par un shunt gauche-droite, elle va s'hypertrophier pour éviter d'avoir une pression qui vient abîmer la paroi. C'est ce qu'on appelle la tension pariétale. Pour maintenir une tension pariétale, eh bien, l'artère, elle se protège en s'hypertrophiant. Là, j'ai une pression élevée. Pour que ma pression élevée ne rende pas une artère anévrismale, eh bien, ma paroi, elle va s'hypertrophier pour dire je maintiens mon cadre, je maintiens une tension pariétale constante, même si la pression est augmentée. Comme mon épaisseur augmente aussi, eh bien, la tension qui règne sur la paroi ne va pas être trop élevée. En revanche, si je laisse le shunt et que je ne supprime pas ma CIV
ou mon canal ou que je ne répare pas mon troncus, eh bien, à force, cette cellule endothéliale, elle va dire hey, « j'en peux plus moi, ça fait des mois que je reçois comme ça des coups sur ma paroi, je vasodilate, je libère tout ce que je peux, mais là je ne peux plus. Et quand je ne peux plus, eh bien, je vais commencer à voir ce que je vous ai signalé juste avant, des plaquettes qui vont venir s'agréger, de la fibrose qui va venir se positionner ici, les cellules musculaires lisses qui vont proliférer et une artériole qui ne sera plus capable de se vasodilater lors de l'hyperdébit. Et le patient qui a de l'hypertension pulmonaire, dès qu'il va faire un effort, il va être très essoufflé parce qu'il sera incapable d'augmenter son débit en vasodilatant et il sera en subœdème pulmonaire chaque fois qu'il fera un effort. Donc, dans la chirurgie des cardiopathies congénitales, le lit vasculaire pulmonaire, il est fragilisé, parfois il n'est pas vraiment compliant. Il faut être très prudent dans les drogues d'anesthésie que vous utilisez parce que certaines drogues sont vasodilatatrices à condition que la cellule endothéliale soit préservée. Alors que certaines drogues dont vous attendez un effet vasodilatateur peut très bien avoir un effet contraire vasoconstricteur parce que si la couche endothéliale n'est plus là, l'effet direct sur les cellules musculaires lisses aura un effet contraire à celui attendu. Dans la prématurité, vous avez une circulation de type fœtal, donc il faut faire attention. Et surtout, la circulation extracorporelle est extrêmement agressive pour l'endothélium vasculaire pulmonaire. Et on sait très bien qu'après une circulation extracorporelle, il faut être extrêmement vigilant parce que le patient qui a de l'hypertension artérielle pulmonaire, même si c'est juste de l'hypertrophie de la média, va pouvoir faire d'authentiques crises d'HTAP suite à une circulation extracorporelle, surtout si vous rajoutez à ça de l'infection ou une aspiration. Toute agression supplémentaire va avoir un effet potentiellement délétère sur sa circulation. Alors l'évaluation du résultat chirurgical est quand même capitale parce qu'il faut absolument, chez un enfant qui a été opéré d'un troncus ou d'une CIV, savoir si le shunt est bien fermé, parce qu'il n'est pas question d'aller donner du NO pour une crise d'HTAP à un enfant qui a encore une large CIV, sinon vous allez noyer ses poumons. D'accord ? Donc l'écho post-opératoire fait partie, je l'espère, dans toutes les équipes de l'examen indispensable. Est-ce qu'il y a un obstacle sur la voie gauche ? Si vous avez opéré un cœur et qui persiste une sténose mitrale ou une sténose aortique, eh bien l'HTAP, elle peut être typiquement post-capillaire et à ce moment-là, il ne faudra surtout pas donner du NO, sinon vous allez le mettre en œdème du poumon. Donc traiter la crise d'HTAP, c'est quelque chose que maintenant vous savez faire grâce à tout l'arsenal thérapeutique dont on dispose. Et il y a le cas très particulier que je laisse toujours à part de la dérivation cavo-pulmonaire. Vous savez que dans la dérivation cavo-pulmonaire du ventricule unique, on va brancher directement le réseau veineux sur les artères pulmonaires. Pour que ça coule dans le bon sens, il faut impérativement que les artères pulmonaires soient extrêmement compliantes, que les artères pulmonaires aient une pression extrêmement basse, qu'elles aient une anatomie parfaite et que le moindre stimulus va gêner le fonctionnement de cette circulation complètement singulière. C'est quand même pas normal d'aller mettre une veine dont la pression est normalement de 4 mm de mercure sur une artère dont la pression est normalement plus élevée. Mais on sait que ça fonctionne grâce à un système de résistance vasculaire basse et à un système que l'on a tout fait, dont on s'est efforcé dès la naissance de l'enfant de préserver cette circulation pulmonaire justement en prévision de cette circulation. Donc on sait que dans les dérivations cavo-pulmonaires, dans le post-op, il peut très bien y avoir un petit dysfonctionnement, même si l'arbre artériel pulmonaire n'est pas très pathologique, eh bien une petite réactivité des artérioles pulmonaires peut être suffisante pour gêner le fonctionnement du fontan. Donc il ne faut pas hésiter à mettre de temps en temps du NO ou des vasodilatateurs dans les suites du fontan quand on pense que ça peine un petit peu à passer. Ça on laisse tomber, ça c'est juste pour dire, l'échec de Fontan on laisse aussi. La circulation extracorporelle, eh bien on sait qu'il y a une dysfonction endothéliale au décours de la circulation extracorporelle. On sait qu'il y a un rapport endothéline sur NO qui est perturbé. La reperfusion pulmonaire gêne aussi et augmente cette dysfonction.
les phénomènes inflammatoires inhérents à la circulation extracorporelle, et on sait que dans les expérimentations animales, eh bien, on améliorait l'HTAP post-CEC par des corticoïdes, par la protéinine et par des vasodilatateurs, et donc le fait d'améliorer par des corticoïdes, ça veut bien dire que les facteurs inflammatoires, et ça on sait aujourd'hui que l'HTAP et inflammation, c'est vraiment très 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 lié. Donc en conclusion, la compréhension des mécanismes physiologiques permet de mieux appréhender les situations pathologiques. Il y a un développement des nouvelles voies thérapeutiques qui a permis d'avancer beaucoup dans le domaine de l'hypertension, mais très difficile en pédiatrie parce que, comme on dit, un enfant n'est pas une règle de 3. On ne peut pas faire une règle de 3 avec les médicaments. Donc, et les études pharmacodynamiques sont très difficiles à obtenir en pédiatrie parce qu'on est un tout petit marché et que les laboratoires pharmaceutiques, leur mission, c'est pas de ne pas faire de l'argent, c'est de faire beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, alors maintenant, il y a une loi qui impose aux labos, s'ils veulent prolonger leur durée d'exploitation et d'exclusivité, eh bien, s'ils font des études pour l'enfant, ça leur permet d'avoir, que ça ne tombe pas dans le domaine public et donc de garder un prix très élevé plus longtemps, ce qui peut avoir un impact important pour les labos. Donc la prise en charge post-opératoire de la circulation pulmonaire, l'apport du NO, c'est le seul vasodilatateur pulmonaire spécifique, vous savez tous, vous l'utilisez tous au quotidien, ça a une durée de vie très courte, c'est actif uniquement en inhalation continue, donc il n'est pas question de laisser sortir un enfant de réanimation avec sa bonbonne de NO et d'oxygène. Donc le seul intérêt du NO, c'est vraiment typiquement pour la crise d'HTAP temporaire, donc typiquement en post-opératoire de chirurgie cardiaque, ça c'est l'idéal. Nous, ça a transformé complètement la prise en charge de nos enfants. Avant, on avait un taux de mortalité d'HTAP en chirurgie cardiaque considérable. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Plus aucun enfant ne décède d'HTAP, d'une crise d'HTAP dans le post-opératoire. Ça n'existe plus. Alors qu'avant, c'était la moitié de la mortalité post-chirurgie cardiaque, c'était des crises d'HTAP. Donc autant dire que ça a vraiment modifié complètement la prise en charge de ces enfants. Dans le fond de temps, on l'a dit, et aucun effet sur l'HTAP fixé, bien sûr, on utilisera d'autres drogues. Le risque du NO, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est de méconnaître le débit pulmonaire, et le piège, c'est de dire il y a une crise d'HTAP après fermeture de CIV, donc attention de ne pas avoir le réflexe d'ouvrir la bonbonne de NO systématiquement dès que vous entendez HTAP. S'il y a un shunt, il ne faut surtout pas donner de NO, sinon vous majorez le shunt. Les autres causes d'HTAP, il faut aussi les évoquer. Est-ce qu'il n'y a pas une HTAP post-capillaire? Est-ce qu'il n'y a pas un obstacle sur le cœur gauche? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème thromboembolique après? Donc il faut quand même faire très attention et savoir comment on l'utilise. Et pour bien l'utiliser, il faut qu'il y ait une coordination absolue entre l'anesthésie, le cardiologue et avec la machine d'écho entre les deux pour bien déterminer le résultat opératoire. Les autres thérapeutiques ciblées, vous savez que le Viagra ou sildenafil, on l'utilisait, moi je l'utilisais déjà dans les années 90 dans mes petites chambres d'organes, et puis avec les réanimateurs d'ici, ils ont été très courageux et on s'est mis à utiliser ça un peu sous la table parce qu'on n'avait pas le droit de le faire, en se disant les enfants qui restent très dépendants du NO, eh bien peut-être que si on leur donnait du sildenafil dont le mécanisme d'action est très astucieux, c'est-à-dire qu'il prolonge l'effet du NO parce qu'il empêche la dégradation du GMP cyclique. Donc en empêchant la dégradation du GMP cyclique, c'est comme si on laissait le NO plus longtemps. Et comme on n'arrivait pas avant à sevrer les enfants du NO, parce que tout sevrage entraîne un rebond d'endothéline. Donc il fallait le faire de façon très progressive. Quand les artérioles n'étaient pas trop musclées, ça allait. Mais si on a des artérioles très musclées, dès qu'il y a un bond d'endothéline, ça fait vasoconstriction, la PAP remonte, l'enfant ne va pas bien et on n'arrivait pas à les sevrer. Et la première fois qu'on l'a utilisé, c'était chez une petite fille qui était sous NO depuis 18 jours, qu'on n'arrivait pas du tout à sevrer. On lui a donné une dose de sildenafil, le lendemain matin, elle était extubée et tout allait bien. Et au départ, on s'est dit, c'est vraiment une indication pour les gens qu'on n'arrive pas à sevrer, uniquement à utiliser pour le sevrage du NO. Maintenant, on sait que c'est un médicament qui marche même lorsqu'on n'a pas utilisé du NO avant parce qu'il fait intervenir justement le stock de GMP cyclique intracellulaire. Donc ça, c'est une drogue que l'on utilise Péros. La première drogue Péros qui a été utilisée dans l'HTAP, c'est le bosentan. Le bosentan ou Traclir, c'est un inhibiteur non spécifique des récepteurs ETA, ETB de l'endothéline. Comme je vous l'ai dit,
Les récepteurs ETA et ETB sont sur la cellule musculaire lisse, mais il en existe sur la cellule endothéliale, donc méfiance dans l'hypertension persistante du nouveau-né. Alors les cibles thérapeutiques, eh bien, les cibles thérapeutiques, elles sont exactement là où on a découvert les produits qui étaient qui impactaient considérablement dans la vasoréactivité. Et l'autre drogue, c'est la prostacycline. Celle-là, c'est celle qui est utilisée depuis tous les temps, qui avait comme gros inconvénient d'avoir un effet vasodilatateur et systémique et pulmonaire, mais surtout, il a une demi-vie extrêmement courte qui fait qu'on ne peut l'utiliser qu'en IV continu. Or, donner à un enfant de l'IV continu, ça veut dire un cathé central avec tous les risques que ça comporte, infectieux, thromboembolique et surtout un confort de vie pourri, parce que quand on a un cathé avec une tunnelisation comme ça, ils ne prennent pas de douche, ils ne peuvent pas aller se baigner, et en plus il faut changer de cassette 2 fois par jour, et chaque changement de cassette ça prend 2 heures au moins dans des conditions stériles, c'est une vie pourrie. Donc nous, on disait dans l'hypertension du nouveau-né, dans l'hypertension de l'enfant, il n'est pas question de donner de la prostacycline IV, c'est beaucoup trop contraignant. Et quand on a eu le treprostinil en sous-cutané, eh bien maintenant, quand un enfant a une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, eh bien on traitera d'abord par une mono- ou bithérapie orale, et si l'enfant ne va pas mieux, si on doit rajouter une prostacycline, on ajoutera la prostacycline sous-cutanée plutôt qu'IV chez l'enfant. Pourquoi est-ce que seulement on s'est dit que dans la physiologie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une balance. La cellule endothéliale, elle a un pouvoir de régénération. Donc, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que ma cellule endothéliale meurt, eh bien, théoriquement, j'ai l'arrivée de progéniteurs à partir de la moelle osseuse qui vient tenter de régénérer mon vaisseau. Mais lorsque les cellules prolifèrent beaucoup, eh bien, elles vont se détacher. Et l'idée, c'était de voir est-ce que ces cellules endothéliales et ces progéniteurs sont affectés par les traitements vasodilatateurs que l'on donne. Et effectivement, les enfants qui étaient traités par treprostinil, eh bien, on voyait leurs progéniteurs endothéliaux considérablement augmenter, comme s'ils cherchaient à régénérer ou à reformer des vaisseaux qui étaient malades. Et lorsqu'on a fait cette expérience chez un rat, on a lié l'artère fémorale, on voit qu'il n'y a pas de perfusion, on donne des cellules endothéliales de sang de cordon, on devine une petite perfusion, on donne des cellules endothéliales d'enfants traités par bithérapie orale, on améliore, et quand on donne par des enfants traités par treprostinil, vous voyez que la reperfusion du membre se fait comme si justement ces enfants qui étaient traités par treprostinil, eh bien, leurs cellules endothéliales devenaient capables de reconstituer, de reformer des vaisseaux. Donc les traitements du futur, les canaux potassiques, on ne sait pas, il y en a mais ça ne marche pas. Probablement que la voie immunologique et inflammatoire va indiscutablement se développer dans les mois, années à venir. Est-ce que les progéniteurs, en reconstituant des vaisseaux, permettront de guérir la maladie, ou est-ce qu'au contraire, ces progéniteurs sont en réaction à la maladie et peut-être qu'ils ont des effets délétères? Ça, on ne sait pas répondre à cette question. Et la thérapie génique, bien entendu, aura probablement un impact aussi dans le futur. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur la circulation pulmonaire. Je sais que c'est dense, je suis consciente de ça.